Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Le 15 décembre prochain, le Césaire de Franche-Comté fermera le livre de 40 années d'histoire avant d'ouvrir celui de l'histoire Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez bien voulu, à cette occasion, nous délivrer un message en répondant aux questions que je vais vous poser, questions que se posent tous nos conseillers dans notre Assemblée. Alors, la première d'entre elles, je sais que vous y êtes très sensible. Quels sont, à votre sens, les enjeux majeurs auxquels notre société sera confrontée dans les années prochaines? Et même déjà maintenant, c'est-à-dire que mon analyse, c'est que nous ne sommes pas en crise, parce que si nous étions en crise, quand la crise est terminée, on retrouve la situation ex ante, nous sommes en métamorphose. Et à chaque fois, on oublie et on sous-estime l'apport de la technologie dans la modification géopolitique et comportementale. Lorsqu'après la guerre 1945, les Américains cherchaient à étendre le commerce à l'échelon de la planète pour développer la paix, vous savez, c'est Montesquieu, si vous voulez avoir la paix, vous faites le commerce entre les hommes. Ils n'ont pu envisager un commerce de dimension internationale que par deux technologies, le téléphone qui augmentait la circulation d'informations et les containers qui baissaient les prix du transport. Et nous n'aurions pas de grande surface s'il n'y avait pas de congélateur. Donc il faut être attentif à ce qu'aujourd'hui nous sommes dans une technologie numérique qui est en train de bouleverser complètement le rapport de l'homme au temps, à l'espace et à son territoire. Jusque dans les années 80, toutes les technologies consistaient à alléger la fatigue des corps. On le voit, vous fêtez vos 40 ans. Je suis persuadé que si vous demandiez à vos agriculteurs essayer de vous remettre dans la situation des années 70, est-ce que vous imaginiez en 2015 travailler vos sols, le machinisme agricole, des tracteurs au laser, des microgrammes par hectare? Je crois que personne n'imaginait ça. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la fatigue des corps est été totalement allégée pour le couvreur ne porte plus cette huile, etc., etc. Ce qui est en cours depuis une dizaine d'années, c'est qu'on n'est plus dans une technologie qui affaiblit, qui allège la fatigue des corps, c'est une technologie qui augmente et de façon incroyable la capacité de calcul des cerveaux. Au point que Einstein nous disait à l'époque, lorsque les hommes inventeront des machines qui dépasseront l'entendement humain, ils deviendront idiots. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde. Et que la moindre dérapage a coûté 800 milliards sur la place boursière. Qu'est-ce que cela apporte comme données politiques nouvelles? D'abord, c'est que la puissance d'un État ne sera plus liée à la détention de la bombe atomique, mais à la banque des données. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous allons tous être entourés d'objets connectés, de banques de données, au point d'ailleurs que la bataille qui est devant nous, ce n'est pas la bataille de l'espace, c'est la bataille de l'esprit. Lorsque Google investit dans une voiture sans chauffeur, il souhaite simplement libérer 3 heures de conduite du conducteur ou de la conductrice pour mieux investir dans son mental, pour l'orienter sur sa consommation, sa philosophie, sa lecture. Qu'est-ce que cela a à voir en termes de gestion du territoire et en gestion politique? C'est que nous sommes dans une brutale inversion culturelle. Avant, c'était un homme, un prince, une religion, un territoire. Et que tous les élus locaux, tous les chefs d'État pensent que leur territoire, leur pouvoir est maîtrisé à l'intérieur des frontières et qu'ils peuvent contrôler, notamment dans la société française où tout est organisé de façon verticale. Nous avons une autorité qui demande aux citoyens d'obéir, comme le curé demande aux fidèles d'obéir et comme le secrétaire général d'un parti politique demande aux militants d'obéir. Tout ça est en train d'exploser. Nous passons d'une société verticale à une société horizontale. Ça veut dire que la loi, qui est un facteur d'expression, va évoluer vers le contrat, philosophie anglo-saxonne. Deuxième élément, c'est que toutes les conquêtes au nom de la puissance ou d'un pouvoir se sont faites par l'augmentation des espaces. Ça a été la colonisation à une certaine époque, avec le souci d'exploiter les ressources du sol et du sous-sol. Le basculement auquel nous assistons, c'est la disparition des frontières. Plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, plus personne ne maîtrise la circulation des idées, plus personne ne maîtrise la circulation des hommes. On le voit bien d'ailleurs depuis la chute du mur de Berlin.
Des murs s'érigent partout et on n'a jamais empêché la désespérance de franchir les murs. Et plus personne ne maîtrise la circulation des marchandises. Ça veut donc dire que d'une gestion des territoires, on doit passer à la notion de l'attractivité du territoire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en offre territoriale pour que les capitaux du monde entier aient envie d'investir chez moi et que les jeunes du monde entier aient envie d'apprendre chez moi. Et l'on voit bien, vous qui assistez aujourd'hui à un redémarrage de l'industrie automobile, en réalité, ce n'est pas la puissance de Peugeot sur votre territoire, ça en fait aussi votre faiblesse par la monodépendance. C'est en fin de compte dans la répartition de chaînes des valeurs qui se font à l'échelon de la planète. Ça a été un choix qui a été fait en fonction de votre territoire parce qu'il était plus attractif et qu'il était mis en concurrence avec d'autres. Donc ça veut dire que cette notion de potentiel des territoires et de différence des territoires est aujourd'hui en train de mettre à mal le principe de l'égalité des territoires, parce que les territoires ne sont pas égaux, ils ont des potentiels différents, et que ça pose un vrai débat sur la gestion des élus politiques qui nécessite d'avoir une anticipation, une vision, un projet territorial, une offre territoriale. C'est la raison pour laquelle j'avais émis un certain nombre de critiques sur la façon dont la loi de décentralisation a été faite, parce qu'on a démarré par une carte, alors qu'à mes yeux, la carte aurait dû être une réponse à cette question fondamentale. Quels sont les sujets, quelles sont les offres territoriales que nous devrions mettre en place pour réguler l'offre mondiale de nos territoires. Et derrière cela, on voit bien, pour être malheureusement trop synthétique, que l'économie dans laquelle nous allons rentrer n'est plus une économie de l'exploitation des sols et des sous-sols, mais une exploitation du capital humain, de l'exploitation des talents. C'est-à-dire que nous rentrons dans l'économie de l'innovation et de la créativité. Et là, la France a toute sa place, puisque l'Allemagne, c'est l'obsession du process, ils jouent collectif en respectant les règles. Les Anglais, c'est l'obsession du résultat. Les Français, c'est la créativité et l'innovation. D'ailleurs, il n'y a pas une seule réussite numérique au monde derrière lesquelles il n'y a pas une pépite française. Mais en même temps, ça ne s'investit pas chez nous. Tout simplement parce qu'en France, on n'a pas la notion de la stratégie. On a la notion de la gestion des territoires. Je vous donne seulement cette preuve, c'est qu'il y a une vingtaine ou trentaine d'années, le président Carter aux États-Unis a réuni autour de lui la défense, les militaires, les chercheurs de Silicon Valley, les financiers, les politiques, pour leur dire « Je vois émerger une technologie nouvelle qui est l'Internet. Qu'est-ce que cette technologie peut offrir aux États-Unis pour qu'elle reste la première puissance politique et économique du monde ?» L'Europe et la France n'ont pas eu cette vision. Et résultat, aujourd'hui, dans l'économie qui est l'économie de demain, du XXIe siècle, mais déjà présente, tout est numérique, eh bien, la capitalisation boursière des entreprises européennes dans l'économie numérique, c'est 2% de l'échelon de la planète. Et que dans le continent numérique, c'est 80% d'Américains et 20% de Chinois. Et donc, on voit bien qu'on en a un défi à relever. Sinon, le numérique, c'est la mise en route de monopoles. Et l'on voit bien que nous sommes en train d'assister à une bataille mondiale sous nos yeux, auxquels nous ne participons pas. Et donc, c'est cela les défis que va devoir relever la société européenne et la société française. De quel débat devons-nous nous emparer pour ne pas sortir du radar économique du monde lorsque vous avez les Américains et l'Asie-Pacifique qui se mettent sur un accord commercial et industriel? S'ils arrivent à imposer 80% du marché au niveau des normes industrielles, les normes industrielles s'imposeront à l'Europe, y compris en matière automobile. Et l'on voit bien que là, nous sommes dans un monde où il faut accepter de nous revisiter. Et c'est un sujet compliqué pour la France, parce que l'avenir appartiendra non pas aux plus puissants, non pas aux plus anciens, mais à ceux qui sauront s'adapter. Et c'est clair que la puissance de l'usine Renault-Peugeot chez vous peut être complètement remise en cause. N'oublions jamais que Kodak s'est effondré pour avoir raté l'évolution technologique. Donc, l'avenir appartiendra à celles et ceux qui sauront se remettre en cause, à celles et ceux qui sauront s'adapter, et à celles et ceux qui auront une vision. Et c'est compliqué, parce que si la promesse du futur est inférieure à ce que l'on a peur de perdre au quotidien, toutes les résistances au changement se posent. Et donc le rôle, notamment de la société civile, c'est que l'on voit bien qu'aujourd'hui, le décalage qu'il y a entre celles et ceux qui cherchent à préserver le quotidien et celles et ceux qui acceptent de se remettre en cause, ce sera vrai sur la réforme hospitalière, le numérique va complètement changer le rapport du médecin au patient, ça va être vrai sur les aspects juridiques. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a tellement de jurisprudence que c'est un ordinateur qui permet de choisir la meilleure jurisprudence pour traiter votre cas.
Et donc, c'est quelle est la plus-value de l'humain par rapport à une puissance de traitement numérique qui est aujourd'hui au cœur de nos sociétés modernes. Alors, ce contexte, vous venez bien de l'expliquer, un contexte de métamorphose, de révolution. Quelle place, justement, et vous y faites allusion là, quelle place le politique, dès lors, doit-il accorder à la parole et au pouvoir d'interpellation des citoyens? Est-ce que là, on n'arrive pas à une nouvelle organisation de la gouvernance politique étendue à la société civile? Absolument. C'est-à-dire que là où le politique cherche encore à gérer ou à dominer, aujourd'hui l'État doit réguler. Et l'on voit bien que dans les inversions culturelles à laquelle j'aspire, les forces citoyennes, les forces des territoires sont les lieux de créativité. On voit bien que les forces d'innovation viennent d'en bas, le contrôle vient d'en haut. Et donc il faut arriver à concilier les deux. Et donc vouloir imposer un modèle uniforme à toute la diversité française est une erreur absolue. Or, la France, construite sur un pouvoir royal, a toujours considéré les pouvoirs régionaux comme des contre-pouvoirs et on a voulu lutter contre les langues vernaculaires, les identités régionales. Dans un monde où les frontières disparaissent, la proximité devient essentielle et la créativité, c'est local. Et donc, l'on voit bien que la faiblesse des États sera compensée par la force des territoires et que la faiblesse des idéologies politiques qui ont disparu. Les gens de droite, avec l'autorégulation du marché, voient bien que c'est l'explosion des inégalités, notamment aux États-Unis. Et les gens de gauche, qui étaient plutôt sur la relance keynésienne, voient qu'aujourd'hui, on a créé 15 000 milliards de dollars de monnaie ex nihilo et que malgré cette injection monétaire, il n'y a pas de croissance. Et quand il y a un peu de croissance, il n'y a pas d'emploi. Et donc, tout ce sur quoi nous fondions nos convictions politiques sont en train d'exploser. Et l'on voit même la société se fragmenter. Il y a d'un côté, dans l'économie numérique, des salaires de plus en plus élevés avec des gens de plus en plus qualifiés, et puis une classe de manutentionnaires ou de services de moins en moins payés. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a 50 ans, le premier employeur était General Motors, et le premier salaire, c'était 35 $. Aujourd'hui, aux États-Unis, le premier employeur, c'est Walmart, et le premier salaire, c'est 9 $. Donc on a un écart entre la productivité et l'augmentation des salaires. Et on ne pourra pas avoir une société dans laquelle 1% de la population mondiale possède 50% de la richesse mondiale, et on ne pourra pas avoir un développement économique de plus en plus performant sur les technologies avec des gens et des fractures sociales de plus en plus fortes, même si la France a su, par ses amortisseurs sociaux, contenir ce développement des inégalités. Mais l'on voit bien que nous sommes en potentielle fragmentation de la société française. Ce sont les risques. Ce sont les risques. Entre des territoires, on peut avoir des AVC territoriaux. Dans une économie dans une économie neuronale, dans une économie de la connexion, ce qui est important, c'est la fluidité des échanges. Et donc, on voit bien qu'il faut réfléchir aujourd'hui à la connexion des territoires, à la connexion des personnes, à la mise en œuvre d'intelligence collective. Et ça nécessite de regarder toute personne comme non pas la norme ou pas la norme, mais comme la capacité. Et c'est quelque chose de totalement nouveau, puisque ça veut dire qu'il faut revoir complètement notre modèle éducatif, puisque dans l'éducation nationale, on avait trop tendance à sanctionner les échecs et pas à valoriser les talents. Et que quand vous êtes sur ce regard de capital humain, on voit bien qu'on n'est plus dans une logique d'intégration qui responsabilise la personne de revenir dans le système, mais dans un système d'inclusion qui pose sur le collectif de dire comment je remets quelqu'un dans le système. Et si vous regardez ça au niveau du capital humain et donc de la potentialité du capital humain, l'élève qui échoue, c'est pas un raté, c'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur qui est écarté du système économique, c'est quelqu'un dont l'intelligence n'est pas exploitée. Donc c'est une perte pour le pays. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on révise complètement notre façon de voir sur le parcours éducatif, qui est souvent un parcours individuel sanctionné sur un résultat, quand le parcours collectif est basé sur des objectifs, sera celui du parcours professionnel. On voit bien qu'on est dans des ruptures familiales, des ruptures professionnelles, des ruptures géographiques. Or, tout notre contrat social est basé sur la stabilité des parcours. Comment concilier justement la gestion de ces fractures, la capacité d'accompagner quelqu'un à surmonter ses difficultés, tout en acceptant de libérer ses potentialités au moment de sa phase de créativité. Et donc c'est un nouveau contrat social. Lorsqu'après la guerre, le Conseil national de la résistance a voulu concilier le bien-être industriel et le bien-être salarial, a été mis en place des contrats collectifs pour la sécurité sociale, pour le système des retraites. Aujourd'hui, on voit que l'on devrait
avec les citoyens, avec l'intelligence citoyenne, réfléchir à une économie du partage, à une économie de la solidarité. Sinon, qu'est-ce qui se passera? La réduction des salaires et du pouvoir d'achat fait qu'on cherchera par l'ubérisation à augmenter ses fins de mois ou à diminuer les coûts des services. Et nous risquons d'avoir, paradoxalement, au niveau de l'ubérisation, une économie ultra-libérale qui fragilisera les individus parce que derrière, il n'y aura pas de protection sociale. Et donc, on voit bien que toutes ces questions sont des questions politiques qui, malheureusement, par la classe politique, est traitée de façon politicienne. Et aujourd'hui, cette opposition bloc contre bloc est une stratégie de conquête de pouvoir, d'instrumentalisation des débats et non pas de nourriture des débats. Et c'est là où la société citoyenne, les sociétés civiles organisées, les partenaires sociaux, les associations, les environnementalistes, les hommes de la société civile, doivent avoir vocation dans des instances qui ne sont pas des lieux de pouvoir, non pas de chercher à confronter leurs intérêts, mais à essayer de dégager par la prospective cette vision qui fait aujourd'hui défaut. Nous avons des politiques de plus en plus en réaction et de moins en moins en vision, et d'essayer de voir comment concilier les principes auxquels on croit avec un monde nouveau qui n'est pas la fin du monde. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Il y a un monde ancien qui va disparaître et un monde nouveau qui va apparaître. Retrouvons cet enthousiasme du futur, cette gourmandise du futur. Alors c'est justement une formule que vous avez et qui nous plaît beaucoup. Vous dites régulièrement, depuis 30 ans, les politiques savent conquérir le pouvoir, mais ont de grandes difficultés à l'exercer. Comment, justement, la société civile organisée, notamment les conseils économiques et sociaux, peuvent-ils être associés, accompagner l'exercice du pouvoir exercé par le politique qui a la légitimité issue du suffrage? C'est une question importante que vous évoquez, parce qu'aujourd'hui, nos systèmes démocratiques sont très fragiles. Partout dans le monde, nous assistons à la montée des partis anti-système. Au Guatemala, en Pologne, partout. Et donc, de ce fait-là, on a deux lectures. Est-ce que ces partis sont illégitimes parce qu'ils contestent le système? Ou est-ce que c'est le système qui est en train de nourrir lui-même sa propre contestation par la force avec laquelle il impose le respect du système? Et derrière cela, on s'aperçoit que, est-ce que la relation que l'on a au pouvoir, les uns et les autres d'ailleurs, et ça peut tous nous concerner, y compris notre vision syndicale, est-ce que nous n'avons pas pour défaut de demander à l'avenir de s'adapter au système plutôt que de réfléchir à l'adaptation de notre système par rapport à l'avenir? C'est un débat, par exemple, je comprenais tout à fait le drame de nos amis syndicalistes, lorsque, constatant la fermeture du site d'Aulnay, il y avait une forte mobilisation, une forte douleur. Et on s'aperçoit que comment concilier le poids du quotidien sans négliger la question fondamentale, y a-t-il un avenir pour l'industrie automobile européenne? On voit aujourd'hui le drame que l'on connaît sur Air France. Mais la question de fond, sans négliger le quotidien, et le poids du quotidien, c'est y a-t-il un avenir pour les compagnies aériennes françaises ou européennes, à un moment donné où il y a 15 ans, tout le monde se moquait de Ryanair, qui est aujourd'hui le premier transporteur de passagers aériens en Europe. Et l'on en constate que plus de 50% de la commande des A380 se font par les compagnies Singapour et qatariennes. Ça veut dire que si nous n'y prenons pas garde, dans 10 ou 15 ans, il n'y a plus un transport Europe-Asie qui sera fait par des compagnies aériennes. Lorsqu'on aperçoit que si aujourd'hui on n'a pas un débat sur l'énergie, la croissance et l'industrie, il n'y a plus d'industrie énergivore en Europe dans 15 ans. Et donc on voit bien que la mobilisation des citoyens qui sont directement concernés, je ne connais pas un employé, un salarié qui n'est pas attentif au bien-être de son entreprise et à l'avenir. Parce que chacun a compris aujourd'hui que ce n'est pas le politique qui va lui garantir l'avenir, c'est son entreprise. Et donc il faut peut-être qu'on repense à la mobilisation de l'intelligence collective, à un nouveau mode de dialogue social dans lequel on ne considère pas le syndicat comme un empêcheur de tourner rond, le patron comme quelqu'un qui veut systématiquement profiter de son pouvoir et de sa puissance, que le politique ne considère pas le citoyen qui réfléchit ou l'association qui se mobilise comme un futur concurrent qui va lui prendre sa place. Nous sommes dans une société de méfiance dès qu'on a le pouvoir. La France a un drame, c'est qu'elle préfère jouir du pouvoir que d'exercer le pouvoir. Or, jouir du pouvoir, c'est une satisfaction personnelle, et l'on a peur de perdre son siège.
C'est vrai dans tous les niveaux, d'ailleurs, de la relation au pouvoir, alors que l'exercice du pouvoir, c'est comment je mobilise les intelligences nécessaires, même si elles sont plus intelligentes que moi, ça me challenge, pour faire en sorte de relever le défi qui est devant moi. Et c'est là où l'économie numérique peut relever le défi de l'intelligence collective des citoyens. Et cette phrase d'un pape du numérique m'a toujours frappé, quand on donne au peuple les moyens d'être intelligent, il est intelligent. Et donc je crois beaucoup au Césaire ouvert, pas fermé. Si on ramène à l'intérieur du CESE ou à l'intérieur du Césaire ces frontières extérieures qu'on n'a pas envie de voir franchir, si le monde patronal reste arqué sur la fiscalité au nom de sa compétitivité, si le monde syndical reste arqué sur la protection sociale au nom de la non-remise en cause, si le monde environnemental, si nous réimplantons à l'intérieur de nos conseils les frontières que personne ne veut voir franchir, nous aurons une neutralisation de la pensée. Si, à contrario, nous acceptons de considérer que le débat n'est pas un combat, que nous réapprenions le sens du débat, qui est celui de s'enrichir de la différence de l'autre, et de pouvoir avoir une vision prospective, qu'est-ce qui est en train de se passer demain, et qu'est-ce qui est en opposition avec ma façon de regarder aujourd'hui. C'est le débat sur l'évolution du système éducatif, c'est le débat sur l'évolution du système de santé, c'est le débat sur l'évolution du mode industriel. On ne va plus demain acheter des voitures, on va acheter des usages de voitures. Et on va passer de l'économie de la production à l'économie fonctionnelle, de l'économie du partage. Et on va se développer ce genre de choses. Donc c'est en même temps assez fascinant, parce que cette économie dans laquelle nous allons rentrer sera une plus-value pour celles et ceux qui auront l'intelligence d'accepter de la décoder, de la décrypter et de s'y adapter. Et ce sera la condamnation pour celles et ceux qui voudront rester dans la nostalgie du passé. Et donc, si nous retrouvons l'âme de l'aventurier du futur, de cette gourmandise du futur que j'appelle, qui fait qu'au moment du siècle des Lumières, nous avions considéré que le progrès était un facteur d'opportunité et non pas un facteur de risque. Mais aujourd'hui, nous sommes tétanisés par le principe de précaution, au nom duquel on ne veut plus rien entreprendre. On refuse la prise de risque quand nous sommes dans la société du risque et de l'innovation. Et on a une fiscalité qui privilégie l'épargne de la rente au lieu de l'investissement. Donc nous voyons bien que ce qui est devant nous, c'est une remise totalement en cause de nos concepts qui aujourd'hui, par la réalité, sont frappés de vieillissement. Qui croit encore aujourd'hui à la mixité sociale ? Qui croit encore aujourd'hui à l'égalité des chances ? Il n'y a plus un ouvrier dans les universités. Et dans les écoles, tous les parents cherchent à trouver la bonne école par rapport à la mauvaise, et même des exemptions. Donc nos principes de la République sont bafoués par une réalité d'usage de nos concitoyens. Il faut que nous regagnions la bataille des principes. Lorsqu'il y a 40 ans ou 50 ans, on a bâti la sécurité sociale, on a indiqué qu'il fallait mettre en place un système de solidarité qui permette aux hommes et aux femmes qui allaient en bénéficier de ne pas être dans un état de soumission, mais dans un état de respect de la dignité de la personne humaine. Or, aujourd'hui, on voit bien que tous nos contrats collectifs apparaissent comme des lieux d'encaissement et des exigences de droits en oubliant ses devoirs. Donc, la société devant laquelle nous sommes, c'est une société qui peut nous faire basculer dans le chacun pour soi ou le chacun pour tous. Et il faut qu'on retrouve le sens du collectif, le sens du partage, le sens de la solidarité, parce qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Ce sera la jungle. Et c'est notre modèle de société qui est aujourd'hui en cause et qui peut être fragilisé, parce que si les jeunes n'ont pas de confiance dans le système de retraite, ils contesteront le paiement des retraites dont ils ne vont pas bénéficier. Si demain, par le traitement de votre gène, on sait que vous allez avoir une santé de fer pendant 100 ans, pourquoi acceptez-vous longtemps de payer 2 fois plus cher la prime que vous pourriez avoir par rapport à votre voisin qui aura une sclérose en plaques à 40 ans ? On voit donc bien que si on laisse se développer uniquement l'utilitarisme de l'individu et l'intérêt individuel, on remettra en cause tout ce qui a fait la force de la France au travers de ces pactes collectifs. Et donc je trouve que cette bataille du réveil de la citoyenneté, du réveil de la responsabilité et de la solidarité, doit être au cœur non pas de la gestion d'intérêts politiques derrière lesquels on préserve, au nom d'un électorat, des intérêts catégoriels, mais la capacité de les mobiliser pour les mettre au service d'un intérêt collectif. Alors, dans ce contexte, Président, quelles évolutions ou quelles révolutions doivent opérer les conseils économiques et sociaux qui, justement, sont la représentation institutionnelle de cette société civile dont vous soulignez le rôle dans cette période de métamorphose. Je reprends votre expression. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le citoyen veut être coproducteur du futur. Et que lorsqu'on en accorde la légitimité par l'élection à un élu, on ne lui accorde pas un mandat de gestion pendant 5 ans. Et le citoyen veut être consulté, veut être concerné, avec une temporalité qui dépasse généralement le mandat politique,
il y a un temps nécessaire pour qu'on s'appréhende les enjeux. Tant que l'opinion n'a pas compris ce qui était en cause, difficile de mettre sa ceinture quand on n'a pas compris que ça sauvait des vies. Difficile d'arrêter de fumer tant qu'on n'a pas compris que ça nuisait à la santé. Difficile de changer mon comportement de citoyen si je ne comprends pas que ce comportement a un effet bénéfique sur la planète. Et donc on voit bien qu'il y a une temporalité de la pédagogie des enjeux, de l'organisation du débat public et de la décision politique. Ensuite, il y a la problématique de la démocratie directe et de la démocratie représentative. On voit bien que je ne suis pas pour la démocratie directe parce que chacun a son expression. La vraie question, c'est comment faire en sorte qu'en mobilisant l'intelligence citoyenne par des plateformes collaboratives, par des forums citoyens, on peut conforter les représentativités syndicales, la représentativité associative, la représentativité et d'organiser au sein d'institutions telles que les Césaires des débats qui, sous couvert d'une institution, permettent aux citoyens de voir que l'on s'appréhende les sujets qui le concernent et que derrière, il puisse y avoir des débats avec l'hétérogénéité, la diversité de la société française, permettant de nourrir une réflexion politique pour conseiller le politique. Mais ça nécessite aussi qu'on se pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on doit être obnubilé par le consensus ? Ou est-ce qu'on doit aussi avoir la capacité d'exprimer ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord ? Pour qu'ensuite ça aide le politique à décider. Car l'obsession du consensus a tendance à neutraliser les aspérités d'un avis. Or, le décideur a besoin d'avoir la palette de toutes les opinions et de voir à partir de cette palette de la diversité comment s'est construit des points de convergence très forts, des points d'opposition très forts et des points où il peut éventuellement faire bouger les choses. Et l'on voit bien que c'est assez fascinant parce que, y compris dans nos institutions comme les nôtres, on voit que l'on a peur de quitter le consensus. Parce qu'on dit, ah, si on n'impose pas le consensus, ça permet à tout le monde d'avoir son avis. Mais en même temps, on s'aperçoit que le piège du consensus, c'est d'enfermer tout le monde dans un avis sans odeur et sans saveur, qui fait plus plaisir à celui qui le signe qu'à celui qui le reçoit. Or, il faut savoir ce à quoi est destiné nos avis. C'est d'essayer d'aider le décideur politique à mieux comprendre la décision qu'il doit prendre et mieux associer la force citoyenne à l'acceptation de cette décision. Un des phénomènes qui est aujourd'hui en marche dans le monde entier, c'est la notion de l'acceptation sociale. Plus personne ne peut imposer une décision d'en haut si elle n'est pas comprise dans sa finalité, dans ses enjeux et dans sa mise en œuvre. Sinon, nous allons avoir, paradoxalement, au nom de la légitimité de celui qui décide, des phénomènes de désobéissance civile qui vont se mettre en place. Et nous assistons aujourd'hui à une des marques de cette désobéissance citoyenne, qui fait qu'en recourant au populisme, on ne cherche pas à adhérer aux thèses populistes. On se sert d'un parti populiste pour virer celles et ceux qui sont au pouvoir en disant « vous ne nous avez pas du tout, vos résultats ne sont pas à la hauteur de nos aspirations ». Et comme il n'y a plus d'espérance politique et que vous semblez plus concerné par la conquête d'un pouvoir plutôt qu'un pouvoir au service d'un projet de société, eh bien nous sommes dans un phénomène de désobéissance citoyenne par le recours au simplisme et au populisme. Et donc l'on voit bien que les Césaires, comme le CESE, a plus que jamais sa vocation d'être un lieu d'apaisement de la République, d'apaisement des tensions, un lieu de restauration du débat, non pas pour combattre et terrasser celui qui ne pense pas comme vous, mais de s'enrichir de la différence. Un lieu de développement des perspectives. Ces perspectives sont tout à fait intéressantes. C'est le maintien de notre quotidien qui est stressant et qui devrait être à l'origine de nos peurs. Tout le monde sait au fond de lui-même que si on ne s'adapte pas, on disparaîtra. Mais en même temps, on a tous peur de se remettre en cause. Et donc c'est cela qui est important, c'est que le CESE soit un lieu de libération des peurs du quotidien et un lieu de construction des espérances du futur, seul moyen de retrouver une mobilisation collective. Président, je souriais, un sourire complice, lorsque vous avez évoqué cette notion ou interprétation du consensus. Car cela fait longtemps maintenant qu'en Franche-Comté, dans nos avis, puisque la vocation du Conseil économique et social, c'est de fournir un avis à l'exécutif qui lui demande avis sur une politique. Et nous avons choisi le parti pris, c'est un peu une grille méthodique et organisée, de dire en effet ce qui fait consensus, ce sur quoi l'ensemble de l'Assemblée, la grande majorité est d'accord, mais également de pointer plus spécifiquement ce qui fait divergence, parce que nous considérons que ce qui fait divergence alors peut faire débat et que nous sommes légitimes justement pour alimenter ce débat, voire s'autosaisir de cette question. S'il y a en effet un point de divergence, c'est qu'il y a débat, il faut le traiter. Et c'est donc l'enrichissement mutuel
auquel vous venez de faire écoutez, si allusion. J'avais un doute sur la sagesse de la Franche-Comté, vous venez de me l'enlever. Est-ce que ces mots sont des mots de conclusion, Monsieur le Président? Si vous voulez. En tout cas, je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous, mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, au lendemain de la guerre 1945, la découverte de l'horreur des camps de concentration a fait prendre en compte que la condition humaine était universelle. La difficulté dans laquelle nous nous trouvons actuellement, de voir un capitalisme sans régulation, de voir des remises en cause d'hommes et de femmes privés d'emploi, avec des humiliations que cela représente, fait que chacun comprend que la condition humaine, son avenir passera par la solidarité et la responsabilité. Et qu'il ne peut plus y avoir... Les débats ne sont plus de droite et de gauche. C'est entre une élite qui décide et une masse qui subit. Et ça ne peut créer que des confrontations. Et donc trouver des articulations citoyennes, des lieux d'expression de la démocratie par la société civile organisée, avec cette sagesse qui est la vôtre, puisque vous n'êtes pas là pour conquérir un pouvoir, vous êtes là pour nourrir des projets. C'est quelque chose de plus nécessaire que jamais. Et donc je vous souhaite, à la conclusion de vos 40 ans, je mesure la nostalgie, c'est une page d'histoire qui se tourne, mais en même temps, quand on ferme un livre, il faut avoir l'envie d'écrire le suivant, c'est ce que je vous souhaite. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous.